y avait-il à Brex, au Moyen-Âge, un village de potiers. Les matières premières étaient abondantes, argile de bonne qualité, accessible facilement, sable utilisé comme dégraissant, eau pour le malaxage, bois pour la cuisson. La proximité de la voie gallo-romaine joignant Toulouse à Lectoure et le carrefour des routes de Lévignac, Thil, Lonac, Saint-Paul, Grenade n'ont pu que favoriser les échanges et le commerce, en particulier celui de la poterie. En janvier 2015 débutent des travaux de voirie et de viabilisation d'un terrain situé entre la départementale qui traverse le village et l'église. Ces travaux ont permis des observations de terrain en dessous de la couche de surface, longtemps remuée par les labours et travaux agricoles. Sur cette parcelle de 4 hectares, environ 8% de la surface ont été décaissés pour les travaux préparatoires de la voirie et du bassin de rétention d'eau pluviale. Sur ce tracé sont apparus 2 ensembles de 6 à 8 fosses contenant cendres, charbon de bois, morceaux de briques et quelques tessons de céramique et ossements d'animaux. On peut noter le tracé de l'ancienne route de Toulouse à Lectoure et le carrefour des routes de Thil, Lévignac, Lonac et Grenade. Un premier ensemble de fosses est apparu dans la zone de décaissement de la voirie à une profondeur de 40 cm. Il reste approximativement 40 cm de fosses non décapées et exploitables sur un diamètre moyen de 70 cm. L'argile en périphérie n'étant pas dénaturée, ça ne semble pas être un fond de four rudimentaire, mais plutôt de fosses de malaxage et de trempage d'argile, remplis ultérieurement par les résidus de four, de cuisson, cendres et débris divers. L'argile était foulée au pied dans un trou rempli d'eau afin de permettre un malaxage très fin par désagrégation de ses composants et surtout une décantation des petits cailloux. Après évaporation partielle, l'argile récupérée en partie haute permettait de faire de la poterie plus fine et de meilleure qualité. Un deuxième ensemble de fosses est apparu après le décaissement du bassin de rétention. Malheureusement, le décaissement de 80 cm correspond à la profondeur moyenne des fosses et la totalité du mobilier archéologique éventuel a été enlevée. Il reste l'empreinte du charbon et des cendres sur le fond. Seule une fosse comportait encore un lit de cailloux rubéfiés. C'était peut-être un fond de four rudimentaire. Parmi le mobilier retrouvé, il y a des tessons de céramique dites communes, à pâte grise, à cuisson réductrice, probablement tournés. Le col arrondi et la finesse des parois est à rapprocher des pots globulaires de type houle. On peut noter un motif rare dit sinusoïdal, comme celui retrouvé sur le site de Saint-Saturnin, dans l'Aude. L'houle est la poterie la plus représentée dans les fouilles dans nos régions. Reconnaissable facilement par sa lèvre arrondie, c'est une poterie globulaire, sans anse, aux parois minces, utilisée surtout pour la conservation des aliments. Cette forme est connue depuis plusieurs siècles et on peut voir un exemplaire au musée de Cox. Sa pâte grise, très à la mode au Moyen-Âge, est obtenue par cuisson dite réductrice. Les types de cuisson réductrice ou oxydante. Sur la partie gauche, on peut voir un four en dôme rudimentaire, très proche de ceux utilisés vers l'an 1000. La poterie est en contact direct avec le foyer et donc la fumée. Suivant le tirage, la poterie est plus ou moins exposée à la fumée
et donc plus ou moins grise ou rouge. Ce type de four produisait des céramiques avec des teintes nuancées, suivant l'exposition, et quelquefois une mauvaise conduite de cuisson amenait une production de céramique de teinte rouge alors qu'il était recherché une teinte gris clair ou gris foncé. Par contre, on peut voir sur la partie droite un four exposé au musée de Montans, utilisé au 1er et 2e siècle, où la fumée était canalisée par des conduits. La céramique obtenue était de teinte rouge ou orangée suivant la température. Rappelons qu'à Montans dans le Tarn, on produisait de la céramique sigillée, dont le vernis rouge grésé caractéristique ne devait pas être altéré par la fumée. Ce principe amélioré a été repris et un four à double flux est présenté au musée de Cox. En continuant l'inventaire, on trouve des tessons de céramique rouge, de trop petite taille pour pouvoir être identifiés, beaucoup de cendres et charbon de bois, des morceaux de briques noircies qui proviennent soit du dôme du four, soit du calage de la poterie, et quelques ossements d'animaux qui restent à identifier. Deux galets qui ont pu servir de lissoir. À gauche, se retrouvaient à Brex. À droite, la représentation de l'issoire retrouvée sur le site d'Agnan dans l'Aude. Ce sont bien sûr des outils d'artisans potiers. Une pièce particulièrement intéressante. À partir d'un tesson de céramique sigillé, caractérisé par un vernis rouge grésé, daté du 1er et 2e siècle, et probablement ramassé dans les environs, le potier en a fait une fusaïole. C'est une pièce utilisée soit en volant d'inertie, soit en anneau d'arrêt au bas du fuseau de la fileuse de laine. L'autre pièce semble être une anse de seau, comme répertoriée à droite de l'écran par la Société d'archéologie du Midi médiéval. Parmi les tessons retrouvés, on peut reconnaître des tessons de pégot. Ce type de vase à liquide, typique de la moitié sud de la France, est la poterie la plus couramment rencontrée après l'houle. La panse renflée, surmontant un fond plat, est terminée par une lèvre épaisse. Une anse rubanée est opposée à un bec ponté. Fabriqué à partir du XIe siècle, il connaît un grand essor au XIIe siècle, pourrait évoluer progressivement en taille et finition au siècle suivant. On peut voir côté droit un pégot qui se trouve au musée de Grisol, retrouvé intact lors de travaux dans le cimetière et daté du XIIe au XIVe siècle. Ce tesson de céramique correspond à un col de Dourne. Cette pièce, posée sur la Dourne exposée au musée de Cox, en épouse parfaitement la forme. C'est une grosse cruche pour les liquides à panse très renflée, munie de 2 ou 3 anses latérales. La production s'est échelonnée sur plusieurs siècles. Elle faisait partie des poteries fabriquées à Cox au XVIIe siècle et destinées à cette époque à être transportées sur la tête ou posées sur un évier. On peut voir un motif étiré à la main, dit digitalisé, car décoré par pression du doigt. De tous les tessons retrouvés, cette pièce est la plus rare. Elle correspond à l'extrémité du pavillon d'une trompe d'appel, comme figuré sur le schéma en partie basse ou sur la représentation côté droit. La trompe de forme incurvée comportait souvent 2 anses percées pour la fixation de cordes qui permettaient de la porter en bandoulière compte tenu de son poids. Peut-être utilisée à la chasse ou à la guerre, activités qui sont l'apanage de la noblesse, ces trompes ont certainement plus contribué à l'annonce de danger au sein des communautés de défense constituées dans les castrums. En effet, les travaux des champs étaient souvent sous la protection d'un guetteur lors de périodes troublées,
particulièrement lorsqu'il était signalé la présence de brigands ou de routiers. La plupart des trompes d'appel ont été retrouvées sur des sites datés au plus tard au milieu du XIIIe siècle. Ces morceaux de briques ont la particularité de porter l'empreinte de tiges de bois ou d'osier. Le plessis d'osier appelé clionnage, enduit de terre, permettait de construire des murs et cloisons, comme indiqué sur la photo en haut à droite. Mais cela n'explique pas la cuisson de la terre, sauf incendie, hypothèse qui reste très peu probable. Par contre, par le même procédé, les potiers construisaient l'ossature du four en dôme, et une fois l'enduit de terre séché, ils pouvaient bâtir la voûte. Lors de la première mise en température du four, le clayonnage de bois disparaissait et l'enduit de terre se transformait en briques. Vous pouvez voir le four en dôme, photo en bas à droite. C'est l'hypothèse la plus plausible. Parmi les débris de briques étés sont retrouvés en surface sur le terrain, en dehors des fosses, quelques tessons de céramique recouverts d'engobes très rustiques, jaune verdâtre, probablement à base de sel plombifère, et quelques anses et becs de poterie d'époque plus récente. Les fosses révélées par les travaux sont certainement des fosses de malaxage. L'argile du sol, additionnée d'eau, est malaxée, foulée au pied, puis décantée pour éliminer les gravillons et matières lourdes. Elles ont été ensuite comblées par des cendres de fours de potier situés probablement à proximité et de déchets divers dont des tessons de poterie. De l'argile brute a été prélevée directement dans les fosses pour réaliser des essais de poterie. À gauche, une copie de trompe d'appel réalisée par la méthode du Colombin et deux poteries tournées destinées à un essai de cuisson dans un four chauffé au bois. À droite, une poterie a été faite autour de potiers et cuite au four électrique à environ 900 degrés par l'association de poterie de Lara. Dans les deux cas, aucun adjuvant ou dégraissant n'ont été nécessaires. L'aspect reste grossier. Pour réaliser des poteries fines et lisses, il est nécessaire de supprimer les petits gravillons, par exemple par décantation, ce qui a pu être l'usage des fosses mises en évidence. Essai de datation du site à partir des quelques éléments retrouvés. Les pâtes grises et rouges, dépôts globulaires de type houle, ne permettent pas une datation significative car elles ont été fabriquées sur une longue période. La présence d'un pégot date le site entre le XIe et XIIIe siècle avec une production maximale au XIIe siècle. La plupart des trompes d'appel ont été retrouvées sur des sites datés par les archéologues entre le IXe et le XIIe siècle. Il est donc probable que l'occupation du site se situe entre le XIe et le début du XIIIe siècle. Parmi les autres éléments qui peuvent aider à la datation du site, nous pouvons noter d'une part les lissoirs très rudimentaires, remplacés généralement au XIIIe et XIVe siècle par des outils en pâte de verre. D'autre part, les recherches n'ont pas permis de trouver le moindre objet métallique, ni le moindre morceau de tuile, dans et autour des fosses au niveau moins 40 cm. On peut en déduire que les maisons étaient couvertes de chaume et que l'usage du métal devait être très réduit. Ces deux indices laissent supposer un habitat très rustique et très ancien, plutôt entre XIe et au milieu du XIIe siècle. Pour conclure cette présentation sur les potiers de Brex, le mobilier de poterie trouvé permet de supposer un village dit de l'an 1000 sur la base de quelques potiers ou d'un village de potiers. Ces quelques photos permettent de l'imaginer, mais dans un cadre très boisé, au bord de la voie gallo-romaine.
Il constituait un village paroissial, probablement autour de la source et d'une chapelle, dédicacée déjà à Saint Jean-Baptiste, attestée en 1216 d'après Étienne Grioux. Le village s'est progressivement déplacé vers le castrum à partir du XIIe et XIIIe siècle, et enfin vers le fort villageois à partir du XIVe siècle.